Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur de Nezo. Il a pris sa première étoile après seulement 6 mois d'ouverture. Aujourd'hui, c'est le king du fish and chips à Paris. Générique. Guillaume Sanchez, bonjour. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Super. Écoute, je te cache pas, c'était un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau de Tomorrow Food. Plaisir partagé. Superbe. Effectivement, les gens ne le savent pas, mais on a galéré avant d'avoir Guillaume. Il a fallu plusieurs messages, il a fallu des relances. Merci d'ailleurs à toi, Michael, des Enfants du Marché, de m'avoir aidé pour avoir Guillaume. Guillaume, je ne peux qu'être honoré de ta présence parmi nous. Si ça te va, on va directement faire un petit retour en arrière pour que tu te présentes un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que je suppose qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Guillaume Sanchez. Ça arrive. T'as 13 ans, on est en 2003, qu'est-ce qui se passe? J'attaque la pâtisserie chez les Compagnons du Devoir sur un très gros coup de tête. Et voilà, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Un apprentissage en bonne et due forme? Un apprentissage en bonne et due forme dans une des meilleures écoles que je connaisse. Voilà, avec des valeurs qui me vont bien. Ok, tu démarres ta carrière du coup avec la pâtisserie. Aujourd'hui, tu es chef de cuisine. Tu nous expliques le switch entre la pâtisserie et la cuisine? Bon, en fait, le switch il est assez simple, hein. Ce qui sépare une pâtisserie de la cuisine dans des restaurants, c'est un mur. Donc ce mur, je l'ai pété et j'y suis allé, quoi. Aussi simple, aussi simple En fait, que je suis ça. maçon aussi. Non, mais en fait, je le dis depuis quelques temps maintenant, une décennie. Pour moi, c'est vraiment le même métier, en fait. Tu vois, c'est du produit, c'est de la technique, c'est de la créativité, c'est de la main-d'œuvre au quotidien, c'est faire la plonge, c'est nettoyer les plaques, c'est nettoyer le sol, Mhm. faire attention à son équipe, des assaisonnements. Voilà, c'est juste les produits qui changent, quoi. Effectivement, vu comme ça, c'est assez clair. Ça nous amène gentiment mais sûrement au départ de la cuisine. Tu as 24 ans et petit à petit, du coup, tu tends vers l'ouverture de ton premier établissement. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, comment ça se passe? À quel moment tu te dis, ok, ça y est, je veux ouvrir mon propre établissement? Ça, c'est une très bonne question, ça. J'en sais foutrement rien. J'ai été très con à ce moment-là. C'est parti vraiment, mais vraiment d'un coup de tête, quoi. Un pote, en fait, je cherchais une pâtisserie en vente pour pouvoir ouvrir une pâtisserie. Ouais. Et on a un premier plan. Le premier plan passe à la trappe parce que le mec finalement vend ça à une personne qui va en faire un tabac presse. Mhm. Donc ça me gonfle. Et puis un autre mec m'appelle en me disant moi je vends mon resto, donc je visite. Je me rends compte que c'est trop petit pour faire une pâtisserie parce qu'il n'y avait pas de laboratoire. Enfin en tout cas faut le foutre. Et un de mes potes m'appelle en me disant écoute, s'il n'y a pas de place pour faire une pâtisserie, fais un resto. Roulement de tambour, c'est parti. Et c'est comme ça qu'est parti Guillaume Sanchez, chef de cuisine. C'est ça, c'est parti d'une blague au téléphone. Et donc là, c'est le premier établissement que tu as ouvert qui s'appelait? Qui s'appelait Nomos, c'était dans le 18e rue André Le Sartre. Ça a duré 3 ans. Première expérience, ça s'est bien passé? La première expérience s'est bien passée, oui, avec des hauts et des bas, hein, comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Voilà, il y a un truc qui est cool par contre, c'est que j'ai appris à connaître un peu les zones de crise économique, étant donné que 3 mois après l'ouverture, on se tapait les attentats au Bataclan, Ouais. qui a mis un vrai stop, tu vois, à l'économie du truc. Et donc en fait, il a fallu passer encore une fois d'un restaurant plein à un restaurant vide et réussir à s'adapter. Mhm. Et a priori, tu t'en es à peu près sorti? Et a priori, on s'en est à peu près sorti avec deux, trois trucs sortis du chapeau, deux, trois émissions, et puis en avant, quoi. Effectivement, tu as participé à l'émission Top Chef. N'en parlons pas. On va directement passer, si vous le voulez bien, à l'ouverture du restaurant que tu possèdes actuellement, qui s'appelle Qui s'appelle Nezo. Nezo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Nezo? Nezo, c'est un restaurant en fait. Je pense que le plus dur aujourd'hui, c'est de monter un restaurant. Non mais en fait, si ça me gonfle, tu vois, la terminologie concept, tout ça. Alors, Voilà. alors tu vois, j'ai même pas dit concept, c'est juste... Non mais qu'est-ce que Nezo? En fait, c'est un restaurant où on essaie de faire les choses à notre manière, tout simplement. C'est une cuisine qu'on souhaite la plus vraie possible. Et pour être la plus vraie possible, il faut qu'elle soit la plus personnalisée possible. Donc voilà, c'est une cuisine d'auteur menée par une équipe incroyable.
avec des producteurs qui font correctement les choses. Point. Aussi simple que ça. Bah ouais. C'est peut-être grâce à cette simplicité que 6 mois après l'ouverture, tu reçois une première Ouais, reconnaissance. ouais, c'est même sûrement pour ça. Mais c'est aussi parce que la clientèle était au rendez-vous, c'est aussi parce que l'équipe était intellectuellement apte à pousser dans le même sens. C'est aussi parce qu'on était en forme, c'est aussi parce qu'on avait la rage et qu'on avait envie d'amener un truc un peu différent à Paris. Et je crois qu'on l'a fait correctement. Donc voilà, c'est très cool d'avoir été remercié rapidement, parce que du coup ça nous a permis de sortir ça de notre tête. On a eu d'autres problèmes par la suite, mais en tout cas ça c'était réglé. Donc une première ouverture, la clientèle, l'ouverture de Nezo, une clientèle au rendez-vous, des premières reconnaissances, les choses partent quand même relativement bien à ce moment-là, même si elles demandent beaucoup de travail et tu t'appuies sur une équipe ultra solide et des producteurs ultra costauds aussi. Comment ça se passe? Du coup, il y a eu pas mal d'événements à Paris, entre autres les grèves, les gilets jaunes. Est-ce que tout ça, ça a eu un impact sur ton business à toi aussi? Ouais, bah, en fait ça en a forcément eu un. Même ceux qui sont fermés le week-end comme moi, finalement en fait ça a joué sur le moral des Parisiens. Ouais. Et donc eux-mêmes en fait ont commencé à arrêter de venir. Et les étrangers surtout. On avait tendance à les oublier, tu vois, parce qu'ils faisaient un peu partie du paysage. Et les dernières crises nous ont rappelé que un restaurant gastronomique sans, sans tourisme, C'est plus difficile. Ouais. c'est très drôle. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte encore une fois, qu'on apprenne à accueillir une clientèle différente, qu'on essaye de revenir un petit peu dans le cœur des Parisiens et des Français. Et voilà. On arrive gentiment mais sûrement au début de l'année 2020. Ah, la Effectivement. plus belle des Ça- années. Oh, franchement, grande cuvée. Exceptionnel. On arrive au mois de mars, on commence, on entend parler de la Covid. Est-ce que toi, vraiment, au début de l'année 2020, tu te disais, OK, ça va être la merde ou comme beaucoup de gens, tu disais, oui, quoi qu'il en soit, on va s'en sortir, ça va bien se passer? Bah, moi, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fini l'année 2019 et j'ai commencé l'année 2020 un peu pas dans une sorte de nuage, mais dans un brouillard un peu personnel, étant donné que je venais d'être papa, et que du coup, j'avais un peu d'autres trucs à penser que la situation sanitaire planétaire. C'est si joliment dit. Ouais. Et puis finalement, on a fini par se le prendre dans la gueule. Donc on le voyait arriver, tu vois, en février, avec tout le monde qui commençait à dire attention, ça tousse en Chine, attention, ça tousse en Italie, attention, ça tousse aux Galeries Lafayette. Les gars, Petit à petit, les taux, enfin je rigole, c'est pas drôle, mais les taux se resserrent. ouais, petit à petit, les taux se resserrent. Et puis je voyais tout le monde qui était en train de se raconter des petites histoires en disant mais non, mais attendez, bougez pas, notre système hospitalier en France, c'est le meilleur du monde, tout va bien se passer. A priori, tout s'est si bien passé Ah, mais ouais. que mi-mars, on nous annonce gentiment mais sûrement que la France ferme littéralement ses portes. Tous les commerces que l'on estime non nécessaires ferment, les restaurants, les bars, les discothèques, tout ça en première ligne. Guillaume, il se passe quoi dans ta tête quand tu apprends que le samedi, le vendredi pour le samedi ou le samedi pour le samedi, tu dois fermer l'établissement? Alors nous, on l'avait un peu vu arriver. Et du coup, on s'était mis naturellement en position de survie, je dirais début mars. Donc on faisait déjà attention à nos commandes, on faisait déjà attention un petit peu à tout. Donc moi étant fermé le week-end, bah du coup le vendredi soir j'avais déjà prévenu mon équipe Mhm. en leur disant faites gaffe, ça pue. Je pense que vous allez rester en vacances quelque temps. Et je me suis pas planté. Donc notre vraie chance en fait ça a été premièrement de bosser les fermentations Ouais. au restaurant et du coup d'avoir une grosse partie des légumes et des poissons qui soient naturellement conservés. Et puis d'avoir fait gaffe au stock, quoi. Voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas passé de commande de vin, on avait prévu le coup. Et donc quand la nouvelle tombe, on était prêt d'un point de vue entrepreneurial, pas prêt du tout d'un point de vue psychique. Mhm. Du coup, s'ensuit une première phase un peu complexe où on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer. Je me rappelle qu'au départ, on nous annonce 2 semaines. 2 semaines. Au final, ça aura duré bien plus que 2 semaines. Ouais. Comment toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, OK, c'est un moment, justement, tu nous disais que t'es devenu papa. Est-ce que
t'as vu ça positivement en disant, bah finalement, ma trésorerie est assez saine, je peux me permettre d'aller passer du temps tranquillement, ou enfin, t'étais dans quel état d'esprit? La trésorerie est jamais assez saine. Ah, bizarrement, tu vois, tout le monde nous dit un peu la même chose. Bah ouais, c'est comme ça. Dans quel état d'esprit j'étais? J'ai été sonné en fait, tu vois, vraiment. C'est la première fois en 15 ans de métier que j'ai pas eu le choix, tu vois, j'ai dû arrêter et rentrer chez moi. Ce qui en soi est assez bizarre dans le milieu de la restauration. Et moi j'ai un problème que j'ai depuis que je suis gosse, c'est que me maintenir dans un même et seul endroit en me disant potentiellement tu peux sortir dans 2 semaines. T'adores. Je peux pas. C'est impossible. C'est impossible et du coup l'histoire l'a prouvé étant donné que ce moment seul avec moi-même a duré au max du max 24 heures. Je pense que j'en ai profité pour faire une grosse sieste, tu vois. Ouais. Et au bout de 24 heures, je me faisais déjà chier avec moi. Donc il a fallu trouver des solutions. Et du coup, c'était quoi ces solutions? Les solutions, ça a été de faire des choses. Au départ, je savais pas trop quoi, mais je savais qu'il fallait que je bouge. Euh, Sûrement pour m'aider moi au départ, tu vois, parce que psychologiquement, sinon ça allait pas tenir. Mhm. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance de recevoir des messages de soignants qui me disaient on sait pas si vous pouvez faire quelque chose, mais franchement, c'est chaud, on a la dalle, personne ne nous file à bouffer, les cantines sont fermées, l'État s'en occupe pas, tout le monde botte en touche. On fait comment? Et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il fallait le faire et parce que je pouvais le faire. Et que finalement, c'était à la fois une initiative solidaire et une opportunité pour toi d'occuper tes journées. Ouais. Absolument. Non, mais enfin, tu sais, on a parlé à beaucoup de chefs qui ont eux aussi participé à des initiatives solidaires. Et la grande majorité, au-delà du fait que, bien entendu, ça leur faisait plaisir de se dire que grâce à leurs compétences, ils étaient capables d'aider des gens à avoir, qui eux-mêmes Absolument. sauvaient des vies. Il y a aussi une réalité, c'est que mec, quand tu passes 12, 14, 16 heures dans ton établissement tous les jours et que tu as une habitude de consommer, de consommer ta vie et que d'un coup on te dit ok stop, allez, piquez, Non, mais tu restes sur absolument. le côté. Mais tu sais, enfin, l'école que j'ai faite quand j'ai commencé la pâtisserie s'appelle les Compagnons du Devoir. Je suis quelqu'un d'assez patriote. Mon père était militaire. Et du coup, j'ai ce truc-là aussi. De Participer à l'effort. ouais, participer à l'effort collectif, aider le pays. Et j'ai cette notion du devoir qui a toujours été ancrée. Donc voilà, ça m'a semblé normal. Et du coup, comment ça s'est passé? Enfin, tu cuisinais depuis le restaurant. Enfin, tu peux nous en parler un petit peu de Ouais, ouais. cette Mais en initiative? fait, on recevait au départ les invendus, les pertes de restaurants et ce que les producteurs pouvaient pas vendre. Euh, et ce que Terroir d'Avenir pouvait plus vendre non plus parce que ça arrivait en fin de DLC. Et je les salue parce qu'ils ont fait un sacré effort sur ce coup-là. Et à partir de là, je cuisinais. Donc ça a commencé avec des choses très très cuisinées parce qu'on avait envie de donner beaucoup de plaisir aux soignants à ce moment-là et qu'on n'avait que 40 repas à faire. Et puis on est passé de 40 à 80 et de 80 à 200 et de 200 à 500. Et quand tu commences à devoir envoyer 500 couverts jour seul dans ta cuisine, ouais, ça change un peu ton quotidien, quoi. Puis tu revois un petit peu ta façon de cuisiner Ouais. et puis tes plats qui se la pètent finissent par devenir des gratins, quoi. Mais en vrai, les gratins, c'est très très bon. Et effectivement, les gratins, c'est très très bon. Mais ce qui est drôle, en fait, ça a vraiment été la réaction des soignants au fur et à mesure. Parce que je livrais les plats dans les hôpitaux. Tu tenais à les voir en direct. Bah, non, pas du tout, c'est juste Non. qu'il n'y avait pas de livreur. Autant pour moi. J'aurais adoré hein, qu'un mec me dise Hey, je livre. Mais c'était pas comme ça. On était en manque de livreurs, on était en manque de produits, on était en manque de tout, en fait. Enfin, c'était la guerre, quoi. Et à chaque fois, je leur posais la question, je leur disais Ça a été hier? Et ils me font Oui, 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 changement de style assez radical, mais ça a été. Putain. Mais c'était très drôle. Tu vois, limite, ils allaient me dire genre, alors franchement, tu pourrais peut-être faire un petit effort, mon Guigui, parce que là, c'était pas la folie hier, quoi. Mais non, c'était très cool. Enfin, c'était très cool. Non, c'était pas très cool. Juste, ça m'a fait du bien, tu vois, humainement, de faire un truc utile de ma vie, quoi. Il y a eu pas mal de chefs qui s'exprimaient beaucoup. Même toi, tu es quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es suivi quand même par pas mal de monde. Tu t'exprimes pas mal. Pendant le confinement, est-ce que tu as eu cette espèce de besoin de communiquer à la fois avec tes clients et avec la terre entière ou au contraire, tu avais envie de faire tes trucs dans ton coin? J'ai eu les deux phases. La première phase, ça a été vraiment de m'enfermer dans ma cuisine et de faire à bouffer. Ça a duré une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, en fait, je me suis dit. Euh, en fait, l'interaction avec les gens commence à me manquer quand même. Ouais.
autre que... C'était pas seulement un autiste qui bosse dans sa cuisine, quoi. Ouais. Même si j'ai deux, trois symptômes, il y a un moment donné où il faut quand même essayer de communiquer avec les gens. Donc j'ai fait des choses que j'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire appeler les gens, tu vois, que je connais, en demandant des nouvelles. Et puis on est venu en fait des conversations hyper intéressantes parce que les gens avaient le temps de parler, et puis moi aussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, et si on faisait ça, tu vois, mais en ouvrant ces discussions à tout le monde. Et c'est là qu'on a monté les lives, du coup, qui s'appelait The Quarantine Show sur Instagram, qui avait lieu à peu près tous les 2-3 jours, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Et là, c'était quoi? T'échangeais avec d'autres chefs, avec des producteurs, avec des. Enfin, il y avait tout. il y avait une logique dans tout ça? Il n'y avait ou- aucune logique. La seule logique, c'était de. Ton répertoire. Ouais, c'était ça. Ne pas répondre aussi, tu vois, aurait pu avoir ses 10 petites minutes sur le show, mais je sais toujours pas qui c'est. Mais oui, effectivement, c'était des producteurs, c'était des chefs, c'était des amis qui bouffent partout, c'était des journalistes, c'était des gens impliqués en fait dans tout l'écosystème de la restauration en France. Et puis voilà, on essayait d'aborder des thématiques telles que la fin du monde, telles que l'asperge, telles que ok, comment ça va, tu vois. Belle chronologie, belle logique entre les sujets. Ouais, parce qu'au départ on essayait de faire un truc un peu sérieux et puis en fait on s'est rendu compte que la seule chose sérieuse qu'il y avait dans ce projet, c'était juste de continuer à garder un petit peu de bonne humeur, quoi. Ouais. Voilà. Pendant ce premier confinement, on a commencé à voir des restaurateurs qui sont mis à réouvrir dans un format différent, avec, disons, différentes typologies de restos, à la fois des bistrots qui à la base font du service qu'on appelle traditionnel, donc du service à l'assiette, sur table, qui se sont mis à faire de la vente à emporter. Il y a aussi eu des chefs, que ce soit à Paris, mais aussi beaucoup en campagne, en province, qui sont mis à essayer de se réinventer. Est-ce que toi, pendant le premier confinement, à un moment, tu t'es posé la question de ok, faut que je switch, faut que je fasse autre chose, faut que je change, faut que je le fasse différemment? La question est venue sur le tard en fait. C'est-à-dire que c'était déjà joué au moment où je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc pour mon business. J'étais tellement pris par tout le reste, par la découverte de ma vie de papa, tu vois, parce que c'était la première fois que je voyais mon enfant en journée en fait, Ouais. ce qui est pas désagréable hein, pour lui et pour moi. Et les soignants me prenaient quand même beaucoup de temps. En plus de ça, j'écrivais un bouquin qui est sorti depuis, que j'ai coécrit du coup, que Henri Michel a mis en mots sur ma vision de la cuisine aujourd'hui et sur les différentes techniques du restaurant. Ça nous a pris quand même un petit bout de temps, Ouais. une grosse partie du confinement. Je me souviens de voice notes envoyées à 3h15 du mat tous les jours. Donc voilà, ça a été une sacrée épopée. Et puis en fait, au moment où je commence à lever la tête, on est fin mai, début juin. L'annonce des restaurants le 22 juin est déjà faite. On se pose la question de est-ce qu'il faut qu'on bouge, est-ce qu'il faut qu'on bouge pas. Et puis finalement, on bougera pas, tu vois. On avait lancé un petit projet qui s'appelait Nesome, qui a fait 2 semaines. Et c'était déjà trop tard. Ouais. Et donc en fait, le virage entrepreneurial, je l'ai loupé sur le premier confinement. En même temps, tu t'es J'ai fait occupé, d'autres voilà, trucs. tu t'es Ouais. occupé différemment. C'est assez intéressant parce que on a vu effectivement, tu vois, il y a un vrai ok, premier confinement et l'arrivée du deuxième qui s'est faite, elle, avec une étape, mais on va en parler un petit peu après. J'aimerais avant ça qu'on parle du coup de la réouverture. Tu te rends compte qu'il y a eu un deuxième confinement quand même? Ouais, C'est ouais. ouf de l'appeler déjà le deuxième confinement. Vivement le troisième, hein. Exceptionnel. J'ai hâte. Moi, je sais pas trop si j'ai hâte. En tout cas, troisième confinement, j'en ai pas spécialement envie. Monsieur le Président, si vous nous entendez, Ouais. donnez-vous la peine de Restez faire les chez- choses différemment. Restez chez vous. Restez chez vous. Arrêtez. La réouverture. Ouais. Neso réouvre. Neso réouvre. Franchement, ça faisait du bien. Les clients étaient là. Tu vois, nous, on s'éclatait. Ta team aussi. La team aussi. On avait réussi à garder tout le monde. Et puis tout le monde était ultra chaud, tu vois. De toute façon, je pense qu'à cette période-là, tu aurais pu leur envoyer un œuf au plat avec un morceau de pain et les clients ils étaient là genre waouh, génial. Donc non, c'était cool. C'était cool, tout le monde était dans un bon mood. Voilà, ça a fait du bien.
Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de faire une terrasse ou pas? À aucun moment, je me suis posé la question de faire une terrasse. Je déteste les terrasses. Ah ouais? C'est chiant, putain, t'as les pots d'échappement dans la gueule. Ça, c'est pas du tout l'endroit pour faire ma cuisine. Et puis moi, j'aime bien les lieux un peu chaleureux, j'aime bien les lieux un peu confinés. Et puis de toute façon, ouvrir une terrasse quand il pleut tout l'été. Bon, Bon, tu sais, moi j'ai ouvert une terrasse de 1500 mètres carrés cet été, on s'en est plutôt bien sorti. c'est vrai, félicitations. Non, mais je suis pas très terrasse. J'aime bien me cacher, en fait, je crois. Bah écoute, mais c'est vrai qu'en plus ta cuisine côté Nezo Resto Gastro est bien cachée, t'es bien tout au Ouais, fond. ouais, j'étais tranquille. ouais. Donc réouverture, les clients sont au rendez-vous. Ouais. Ouais, on a été full tout le temps. Donc là, plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce que les recommandations sanitaires t'ont obligé à diminuer le nombre de places ou En fait, l'avantage d'un gastro, c'est que. c'est ce que j'allais dire. Les gens sont déjà relativement espacés. C'est ça. C'est ça. Surtout sur les gastros nouvelle génération, tu vois, où on a l'impression qu'il faut à peu près 5,60 m entre chaque table pour que les clients soient contents. Donc non, nous, ça n'a rien changé. Si, on a perdu une table de deux, tu vois, qui était dans un coin, et pour le coup, on n'arrivait pas du tout à la placer. Voilà, j'ai perdu 2 couverts avec les restrictions sanitaires, donc moi, ça m'allait. Tu parlais tout à l'heure du fait que effectivement on a perdu les touristes pendant cette période-là, même en amont potentiellement avec les grèves, les gilets jaunes. Tu parlais sur ton premier établissement. Est-ce que pendant cette période de réouverture estivale, tu as senti une différence dans ta clientèle, une nouvelle typologie de clientèle ou pas du tout? Ouais, il y a des gens Ouais. qui. On avait nos fidèles qui étaient là plus régulièrement que prévu. Presque pour nous montrer à quel point en fait Ils soutenaient? ils soutenaient, tu vois. Mais vraiment, on était sur un acte quasi politique de la part de nos clients. Et puis de nouvelles têtes. Et ces nouvelles têtes-là, en fait, c'était des Parisiens, c'était des gens du quartier qui s'étaient cassé le nez à l'ouverture sur un restaurant plein, qui pas l'avaient mal pris, tu vois, mais il y a toujours ce truc-là, en fait, très français, qui se rend compte que bah, il n'a pas forcément la priorité sur les réservations, et effectivement, c'est chiant, tu vois. De la même façon que les Danois, en fait, ont du mal à aller manger chez Noma. Mhm. Bah, c'est la même chose. Et du coup, Belle comparaison en tout cas. ouais, même si je me prends pas pour Noma, tu vois. Non, mais, Nezo, Noma. non, mais sans Allez, compète, rattrape-toi. ça va, Rattrape-toi. sans compète. Non, mais en fait, c'est l'exemple type parce que Noma est un restaurant touristique Ouais. qui attire le monde entier, qui fait que du coup, sa population sur place, en fait, n'arrive pas à y aller. Ce qui en soi est un souci économique quand arrive la plus grosse crise sanitaire mondiale. Voilà, donc ils ont dû se rattraper en faisant un burger. Très beau burger d'ailleurs que j'ai pas eu la chance de goûter parce que j'ai pas été les Ouais, voir. ouais, très beau burger, mais de toute façon, tout ce qu'ils font est très beau. Donc c'est pas très étonnant. Mais tout ça pour dire que du coup, en fait, les locaux étaient de nouveau de retour. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, ça permet aussi pour toi de découvrir une nouvelle clientèle, de tisser des liens à une échelle plus petite parce que finalement, pour beaucoup de restaurateurs comme toi qui avaient finalement une zone de chalandise extrêmement grande où tu reçois des Américains, tu reçois des Espagnols, enfin tu reçois des clients de partout dans le monde. Là, d'un coup, ta zone de chalandise, hop, c'est la ville de Paris, quoi. C'est ça. Concrètement, peut-être quelques touristes français qui sont venus se pointer, sur l'été et encore, quoi. Ouais, parce qu'il y a encore des fous qui viennent passer leurs vacances à Paris. Et ben, Mais- je leur souhaite bien du Mais, courage. mais merci beaucoup d'ailleurs d'être venu. Et je trouve que les Français en fait ont plutôt joué le jeu. Tu vois, j'ai pas vu dans mon entourage de gens qui avaient essayé de se barrer dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Donc ils sont restés en France, ils ont créé de l'économie en France et je pense que c'est ce qui a sauvé un petit peu cette période-là. Mais période hyper intéressante parce qu'en fait les Parisiens ont pas du tout les mêmes attentes que les étrangers. Tu vois, et j'en parlais avec l'équipe de Clamato qui te le confirme. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est Positif ou négatif? toujours positif. Mais juste ils sont habitués, tu vois, à bien manger. Sans être chauvin, les étrangers l'ont moins. Mhm. Tu vois. Donc ils sont toujours agréablement surpris de manger pour si peu cher. Parce qu'aujourd'hui à l'étranger, manger pour 100 balles, bah, t'as pas un très bon restaurant. Ouais. Alors qu'en France, en fait, tu peux l'avoir. Et c'est un peu la force du pays. Ok, très clair. On arrive gentiment mais sûrement, c'est le mois de septembre, pardon, tout va bien, c'est super, c'est génial. Les clients sont au rendez-vous, c'est la reprise, les Parisiens sont partout, sur les terrasses, dans les restos. Et là, petit à petit, on sent que les curseurs recommencent un peu à bouger pas mal. Non, en fait, le plus drôle, c'est l'étonnement général.
tu vois. Comment ça, après avoir fait les cons tout l'été dans des bars, dans des restaurants et sur les plages, et dans les cinémas, et chez les gens, tu vois. Comment ça, il y a une deuxième vague? Waouh! Et pourtant, elle était bien là, cette Pleine deuxième gueule. vague. Et là, du coup, j'aimerais qu'on passe un peu de temps à parler justement de lors du départ de ce deuxième confinement. Qu'est-ce que tu t'es dit? Et est-ce que dès le départ, il a été question de te réinventer? Dès le départ, en tout cas, je pense à la fin du premier confinement, l'idée a toujours été de se dire une fois pas deux, tu vois. Donc je crois que intellectuellement, je m'étais mis dans une position où j'essayais de rester hyper flexible. Euh, et ouais, quand ils ont annoncé le couvre-feu, j'ai regardé pendant 3 jours mes clients. J'ai regardé mon équipe se presser de leur emmener l'addition. Et là, j'ai fait genre stop, Ouais. on arrête tout Ouais. ça. C'est pas ça en fait. Un restaurant, L'expérience que tu veux et proposer. même sans parler d'expérience, juste un restaurant, c'est pas ça. Un restaurant, c'est pas des mecs qui foutent dehors à 21h45 parce qu'à 22h, les gens doivent être chez eux. Euh, et j'avais pas du tout envie de faire ça et à mes équipes et à ma clientèle. Au déménagement du gastro, tu vois, on venait de déménager, on avait envie de proposer un truc euh, un poil plus haut que ce qu'on faisait chez Nezo 1. Et là, du coup, les planètes n'étaient pas du tout alignées, tu vois. Ça servait à rien de foncer la tête dans le mur. Donc j'ai préféré genre switcher direct. Et c'est là qu'est né Le fish and chips. Fish and Chips. Enfin, pourquoi, comment, enfin, je veux dire, encore une fois, enfin, j'ai envie, j'ai envie de dire simple, parce que finalement, c'est un produit. On n'a pas parlé jusqu'à présent de ta relation avec les producteurs, avec les éleveurs avec lesquels tu bosses, avec les maraîchers. Je sais, pour les gens qui te suivent sur les réseaux et qui t'écoutent un peu parler, on sait que ça a une importance. Enfin, déjà que tu as un niveau d'exigence qui est quand même relativement élevé, et qu'en plus de ça, tu mets de l'importance là-dedans. Est-ce que cet élément-là a participé au choix du produit que tu as mis en livraison? Ou pas du tout? En fait, pendant le premier confinement, j'étais pas acteur du coup entrepreneurial. Par contre, j'étais consommateur, tu vois, de ce qui se passait justement sur ceux qui s'étaient lancés dans la livraison à domicile. Et, hum, et j'ai trouvé comme une incohérence à essayer de mettre un restaurant dans une boîte. Tu vois. Ça fonctionne Ouais, pas, la ouais, boîte elle est trop petite. ouais. T'arrives pas à rentrer tout ton restaurant dedans parce que du coup il manque ton sommelier, il manque ton équipe en salle, il manque ton équipe en cuisine qui envoie chaud, il manque les rires, il manque les bruits, il manque tout ça. Et du coup j'ai trouvé que ça, il y avait une dissonance en fait avec l'époque, avec les messages que j'essaie de transmettre chez Nezo. Euh, et du coup j'ai essayé je sais pas, de chercher en fait dans mes goûts personnels, tu vois. Qu'est-ce que j'ai toujours aimé. Bon là, du coup la réponse est assez simple, en fait c'est la street food. Et j'ai eu un souvenir d'une époque où j'en chiais beaucoup parce que je bossais beaucoup et c'était à Londres en fait quand j'habitais là-bas. Et généralement j'essayais de varier les plaisirs. Le lundi c'était fish and chips, le mardi c'était chicken, le mercredi c'était fish and chips et le jeudi c'était chicken. Bref, t'as compris le raisonnement. Je crois que je peux faire la suite. Voilà, j'ai bouffé ça pendant 2 ans, mais à chaque fois avec une émotion très particulière, parce que ça avait un rapport prix-plaisir qui était assez dingue. Sur un produit de merde, avec une panure de merde, dans un pays où ils savent pas forcément comment sourcer des produits, parce qu'ils en ont pas. Euh, du coup, je me suis dit, putain, mais si on fait ça en fait avec les mêmes producteurs que sur le restaurant, avec des belles farines, avec des belles graines, avec des belles pommes de terre et des poissons pêchés à la ligne, logiquement, Ça devrait fonctionner. ça devrait fonctionner. Voilà, c'est mathématique. Et c'est tout. Et là, du coup, ce qui est important de souligner, c'est que tu as pas seulement annoncé, OK, nous, moi, Guillaume Sanchez, nous, l'équipe de Nezo, on ouvre, on lance un nouveau produit. Tu as créé une nouvelle identité. Il y a tout un travail aussi qui a En été fait 24 derrière. heures. En 24 heures. OK. Non, mais vraiment, en 24 Le heures. mec se met des deadlines en 24 heures. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, il fallait y aller, tu Ouais. vois. C'était le moment où on pouvait pas perdre des journées de travail parce que la trésorerie avait Ouais. on avait déjà pris plein la gueule pendant le premier confinement et puis pendant l'année précédente d'ailleurs. Donc on pouvait pas se permettre de se dire bah écoute ouais on va se laisser un mois tranquille tu vois Ouais. pour faire un peu de R&D et puis
et puis on verra après. Non, il a fallu être efficace. Donc en 24 heures, on a fait le business plan, l'identité visuelle, le produit, les photos, le distributeur, formation à l'équipe en avant. Et c'était parti. Et c'était parti, sachant que la veille au soir, tout était prêt. Hein. La veille au soir, j'ai eu le malheur de retourner en cuisine et j'ai tout changé. J'ai envoyé un message à mon second en Le disant mec est trop sympa. en fait, ça sera ça. et on a eu raison. On a eu raison. Après, en fait, les gens ne le voient pas parce qu'on n'a pas voulu faire trop show-off. Mais toute l'identité du restaurant Nezo en fait, est dans ce fish and chips. Tu vois, on a gardé notre travail sur les fermentations, on a gardé notre travail sur les maturations de poissons, on a gardé tout ça. Donc je vais pas te dire qu'on prend autant de plaisir parce que franchement ça casse les couilles parfois de tailler des patates, hein. Ouais. Mais on reste nous quoi. Et du coup, lancement, succès. Enfin, succès, les commandes affluent. Ouais, lancement ça prend bien. Ouais. Lancement ça prend bien, et puis une semaine après ça prend bien aussi, et puis 2 semaines après ça continue de bien prendre, et puis finalement tu trouves ton point de croisière, et puis tu déroules parce que tu sais que l'état psychologique de ton équipe en dépend, que le tien aussi, que la situation financière de ton entreprise en dépend, et du coup en fait tous les mecs qui y a autour, tu vois, dont nos pêcheurs, qui aujourd'hui en fait m'envoient des SMS en me disant bordel de merde, t'es le seul à nous commander, tu vois. Il doit y avoir les enfants du marché aussi. Il est parti chercher à boire. Salaud. Bon, qui commandent aussi pas mal, mais enfin, on n'est pas beaucoup à continuer à avoir des volumes. Et moi, ça me fait du bien en fait à la tête de savoir que il y a des mecs qui partent en mer pas pour rien, tu vois. Ce qui est plutôt bon signe, parce qu'en plus le produit a dès lors que tu l'as lancé, il y a eu beaucoup de, c'est aussi comment dire, en adéquation avec le fait qu'aujourd'hui ta marque et ta personnalité, tu es assez visible, ne serait-ce que sur les réseaux, sur Instagram. Bien sûr. Après, tu vois, c'est les réseaux, il y a tout, Moi, je le prends toujours comme un endroit en fait où je véhicule un maximum de messages. Voilà, qui même me suivent, tu vois. Non, mais c'est surtout dans le sens où tu as créé un produit de qualité et finalement, il y a eu un levier supplémentaire. Un produit de qualité qui garde les mêmes valeurs, tu vois, contrairement à ce que le connard de Gorafood a pu écrire. D'ailleurs, nique ta mère. C'est important de niquer sa mère proprement. Très bien. Non, mais tu vois, il y a toujours des cons en fait qui vont venir essayer de s'accrocher à des trucs, alors qu'il n'y en a pas, mec. En fait, il y a juste des gens qui essaient de faire les choses correctement et qui le font et qui se donnent du mal. Et je pense que aujourd'hui, en fait, toute la restauration française est exactement dans le même état d'esprit. Je les vois tous se battre, je les vois tous se réinventer. J'ai rarement vu je suis hyper jeune, tu vois, donc à mon avis, on s'en bat un peu les couilles. Mais j'ai rarement vu autant de créativité en France qu'aujourd'hui sur le format, sur la cuisine, sur la communication, sur l'idéologie économique. Quand tu vois des palaces aujourd'hui qui sont capables de te sortir des paniers repas à 40 balles avec la même qualité de produit, avec la même équipe derrière, avec la même technicité, bordel de merde, tu vois, la France avait besoin de ça finalement. Bien sûr. Et je trouve ça plutôt cool en fait. Effectivement, je te rejoins complètement là-dessus, hein, de voir que... Mais je tiens quand même à le marquer, il faut vraiment qu'il aille niquer sa mère. Ah, ok, très bien. Ça, on l'a bien noté. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a du coup là-dedans une belle histoire qui s'écrit. Moi, j'ai une question. Est-ce que, au-delà du fait qu'il aille niquer sa mère, hein, comme tu l'as si bien dit, est-ce que tu penses que Nezo Fish and Chips va perdurer à partir du moment où le confinement sera terminé? En fait, ça c'est... Alors si, c'est nous qui allons le décider, parce qu'il y a un moment donné où il faut se lancer, mais c'est surtout en fait le consommateur qui va nous dire si on a l'autorisation de le faire ou pas. Tu vois, ça reste un format particulier qui touche une clientèle qui n'est pas que la nôtre. Et c'est cette clientèle-là en fait qui va voter à partir de demain, au moins 2 fois par jour, midi et soir, sur ce qu'elle a envie de manger, sur ce qu'elle a envie de consommer. Est-ce qu'elle veut continuer à bouffer de la merde sur les applications qui sortent de Dark Kitchen, parce que clairement, tu vois, ça existe et on le sait, mais c'est de la merde. Soit elle a envie en fait de donner sa chance à des gens qui connaissent leur métier, qui font vivre tout un tas de gars bien et qui proposent un produit en fait
quasiment au même prix. En fait, je pense que le combat de demain, en fait, il est vraiment là. Ouais. C'est comment réussir à s'attaquer à un business qui n'était pas le nôtre, à une économie qui n'était pas la nôtre et à une clientèle qui n'était pas la nôtre, presque comme si on se disait en fait que les pauvres ou les gens qui ont moins de moyens ou les gens qui s'intéressent pas à la bouffe, tu vois, méritaient pas de bien manger. Ils sont condamnés à manger des produits de merde, quoi. Et en fait, ils sont condamnés à manger de la merde si, à partir de demain, tu vois, à court terme, ils choisissent pas de bien manger. Et ce bien manger, là, le fish and chips en est la preuve. Il coûte 13 euros, tu vois. Ça coûte pas extrêmement cher. Ça coûte à peu près 2 euros de plus, je crois, qu'un menu chez McDo. Un grand menu. Et donc voilà, tu vois. Et si on leur laissait la chance, en fait, de choisir, et si on se mettait un petit peu, justement, à créer dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Tu parles là du coup de la livraison. Yep. Tu as utilisé le terme dark kitchen. Yep. Ça aujourd'hui, du coup, on comprend. Enfin, là, je comprends un petit peu mieux ta position par rapport à tout ça, et je trouve ça extrêmement. En fait, cette position-là, elle est apparue pendant le premier confinement, tu vois, où je gueulais très très fort en disant bordel, mangez mieux. Et puis il y a des gens qui m'ont écrit en disant genre bah nique ta mère parce que bien manger en fait c'est pas dans nos moyens. Ouais. Et j'avais du mal à l'entendre. Et puis finalement, en fait, nous en tant que restaurateurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas l'habitude de bouffer chez nous. Ouais. Tu vois. Et du coup là en fait j'ai dû faire les courses à peu près midi et soir chez moi, 7/7, avec un enfant, avec la mère de mon fils. Et là je me suis dit bordel de merde, en fait ça coûte cher de faire les courses en faisant attention. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi. Et c'est extrêmement compliqué. Et je me suis dit en fait qu'il y avait une anomalie dans l'équation qui était en fait les gens n'ont pas les moyens de bien manger. Et comment ça se fait, tu vois? Et si on essayait de trouver des solutions à ça, donc la solution c'est juste de ne pas faire des marges à 6 sur un produit. La solution c'est d'être en communication en fait, avec ses producteurs en disant écoute, je vais travailler ce produit-là. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quel poisson t'as? Est-ce que tu es capable de descendre un poil tes prix toi aussi? Et dans ces cas-là, on bosse tous les deux ensemble. En fait, c'est juste, tu vois, de communiquer avec les gens et essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Ce qui est une très bonne chose et ce qui est parfois aussi complexe, hein, ce modèle où tu vas tirer des produits de meilleure qualité qui forcément vont coûter plus cher que les produits de merde que certains utilisent, fait que si tu fais pas du volume, si t'as pas réussi à négocier un peu tes tarots et si tu maîtrises pas bien Ça tes marche marges, pas. c'est fini. Ouais. C'est fini. Mais c'est pour ça en fait qu'on peut pas jeter la pierre aux restaurateurs qui aujourd'hui se sont pas lancés, tu vois, et qui préfèrent se dire genre en fait moi je préfère faire le dos rond, tu vois, me mettre en position de survie et puis on attend. Hein. Et c'est pas déraisonnable du tout. Hein. Bien sûr. Par contre, ceux qui prennent le risque, tu vois, d'y aller, effectivement, aujourd'hui, dans cette période-là, en fait, ils n'ont pas le choix. Il faut que ça marche. Et je trouve que pour l'instant, les gens qui se sont lancés s'en sortent plutôt pas mal. J'ai envie qu'on en vienne à aujourd'hui. Actuellement, pendant qu'on est en train de tourner cette émission, on est encore pendant le deuxième confinement. Si tout va bien, croisons les doigts, d'ici quelques jours, on va pouvoir au moins sortir un petit peu plus et d'ici quelques semaines, on verra les restaurants réouvrir avec un couvre... Pardon, moi aussi, j'ai un chat dans la gorge. Avec un couvre-feu. Ah, mais c'est Castex que j'ai dans la gorge, ça va. Exceptionnel, merci Guillaume. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est là aujourd'hui, toi, t'es dans quel état d'esprit? En restant poli, s'il te plaît. Je reste toujours poli. En fait, je suis plutôt dans un état d'esprit assez sain, c'est-à-dire que j'essaie de pas trop penser à demain, tu vois, je vis un peu au jour le jour, parce que demain c'est compliqué en fait. Ouais. Demain on le sait que c'est compliqué, et je pense que pour tenir le coup, en fait, il faut pas forcément tenter de se projeter, il faut pas se poser 36 000 questions, faut juste prendre un bon guronzan et puis y aller quoi, Ouais. tu vois. Et c'est ce que je fais du coup maintenant depuis le je sais pas, 15-20 octobre, j'en sais rien, je sais plus quand est-ce qu'il a été annoncé ce con de couvre-feu là. J'ai pas été poli. Ça va. Okay. Okay. Ça va. Et ouais, non, là, je pense qu'en fait, pour notre santé mentale à tous, il faut pas trop se poser de questions. Voilà, faut juste cuisiner, faut juste manger, faut juste appeler les gens qu'on aime et go, quoi. C'est magnifique ce que tu dis là. Ouais, je sais.
Exceptionnel. Écoute Guillaume, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette interview. Il y a 3 choses sur lesquelles moi je veux revenir. La première, c'est une petite dédicace à quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Bertrand Huskla, qui a quand même utilisé, qui s'est quand même largement inspiré de toi pour une de ses émissions parodiques et je le salue parce que connaissant un petit peu le personnage qui est en face de moi, j'imagine qu'il s'est bien marré quand il a vu cette vidéo. Un bel exercice de style. Mais il m'a fait rire en fait, ce con. Il m'a fait rire parce qu'il s'attaque à un problème qui est réel. Alors les idiots ont cru que le mec se moquait de moi, alors qu'en fait le mec se moque des influenceurs. Ouais. Et je trouve qu'en fait on rentre dans une vraie dynamique de fond qui est à quel moment on va arrêter de mettre la forme avant le fond. Tu vois, à quel moment on va arrêter de donner la parole à des gens qui n'y connaissent rien, à quel moment en fait on va laisser tout le monde ouvrir sa gueule. Et donc là on est sur une problématique des réseaux sociaux qui existe, qui est portée par des marques qui donnent de l'argent à des anciens élèves SECPA. Et c'est là qu'on a un souci, tu vois, c'est qu'on a laissé l'idiocratie se mettre en place tout doucement. Je pense que s'il y a une chose à court terme qui va changer, en fait, c'est ça, parce que les gens, en fait, arrêtent un peu d'être dupes, les marques font attention à leur thune, et je pense que c'est un métier en voie de disparition. Très bien, bah on en prend bien note. Hein. On retient surtout une chose, c'est que d'un point de vue très positif, oui, il serait peut-être temps de faire un petit coup de réassort. Non, mais c'est pas ce que je regarde. Ça va, frère? Super. Oui. Morgane, s'il te plaît, il s'agirait peut-être de... Ah, alors qu'est-ce que tu nous proposes, Morgane? Ah oui, parce que là, je commençais à être sympa en plus, alors du coup, c'est bien. Lulu Vigneron, Côte du Jura. Alors, je vais te dire si c'est bon. Alors là, attention, dégustation par Guillaume Sanchez, Ouais, d'un vin sélectionné par notre ami Mickaël des Enfants du Marché. Enfin, au bout d'un mois de confinement, il n'y a plus de dégustation. C'est juste une habitude, quoi. Exceptionnel. Bam, je vous mets la bouteille juste là. Alors, bon, ça. C'est bon. Ça te parle? Ouais, c'est pas mal. On retiendra le fond avant la forme et non pas la forme avant le fond. Ouais, même si les deux en fait sont intéressantes quand elles sont juste à poser, tu vois. Mais l'une ne va pas sans l'autre. Exactement. 2 dernières questions, Guillaume. La première, si 2020 était un plat, ça serait quoi? Si 2020 était un plat, je sais pas, c'est quoi la spécialité de Flunch? Tu vois? Steak haché haricot. Eh ben super, voilà, c'est steak haché haricot chez Flunch. Un super steak haché haricot de chez Flunch pour Guillaume. Ok, on retient. Et enfin, ma dernière question, celle que l'on pose aussi à tout le monde ici dans cette émission. Si là, on pouvait avoir n'importe qui sur ce plateau avec nous, peu importe l'époque, peu importe l'âge, peu importe les frontières, t'aurais aimé avoir qui sur ce plateau? Alain Chapelle. Alain Chapelle. Ouais. Eh ben, très bien. Euh... Je sais pas qui c'est, Guillaume. Bordel de merde. Je quitte je le vais- plateau, je- salut, tocard. Je suis désolé, je ne sais pas qui c'est. Je me fais enchaîner comme une merde. C'est sûrement Terrible. sûrement un des plus grands cuisiniers français Très bien. de Super. tous les temps. Ah, la vache. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais boire un coup. Ouais, voilà. Ouais. Moi aussi, je vais boire un coup. Alors, pour le coup, intéresse-toi à ce mec-là, parce que je pense que la gastronomie française en fait escalée aussi parce que ce mec-là a existé. Et en fait, je pense qu'en en zone de crise, j'aurais bien aimé en fait avoir l'avis d'un mec qui a vécu d'autres choses que nous, juste pour prendre un petit peu de hauteur et me dire que c'est pas grave, la cuisine reviendra. Eh ben écoute, 1, je vais m'y intéresser. 2, je me sens bien con. 3, je te remercie pour cette interview, Guillaume. Voilà, tu vois, on pouvait pas moins bien finir ce truc parce que là, franchement, Léo, tu passes juste pour un énorme tocard. D'ailleurs, je pense que je me le dis à moi-même, on va couper cette séquence-là. Non, gardons-la. Non, on va bien pas la garder celle-là. Merci à toi. Je te souhaite. Tu veux d'autres noms ou pas? bien dur. Non, c'est bon, on va rester sur celui-là. C'est très cool. Je te souhaite bien du courage pour la suite. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite. Salut. Ciao, Guillaume.